bonjour à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve encore pour un nouveau point marseillais, comme tous les jours. C'est une quotidienne, et oui, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, si vous aimez le contenu, petit like, petit commentaire et revenez demain. Ça vous fera une petite quotidienne tous les matins pour vous réveiller avec le petit café, le petit thé, la petite tartine, voilà, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce que vous mangez d'ailleurs le matin, ça me ferait plaisir de savoir, même si c'est pas important. Alors, aujourd'hui, quel sujet on va aborder ensemble? Donc, c'est le mois d'avril, on commence le mois d'avril, et ben on va parler justement des matchs à venir du mois d'avril qui va être compliqué. On va parler aussi des retours de blessures, on va parler un petit peu d'une pointe de mercato pour les départs surtout, et pourquoi pas du choix de coach, les amis, qu'on va avoir pour l'année prochaine. Et oui, parce que Gasset, c'est pas sûr qu'il reste. Lui, je pense pas qu'il veuille rester. L'Olympique de Marseille n'était pas sûr de vouloir le garder. Et on va aussi parler sur un autre sujet, les amis, bien sûr. Le tifo, on va revenir assez rapidement. J'ai envie de passer assez rapidement sur ce sujet. Ça commence à me peser. J'espère que de votre côté aussi, ça vous pèse. On va se concentrer maintenant sur le sportif et ce mois de avril qui va être compliqué. Allez, on y va sur quoi, les amis? Sur l'introduction. Allez, nous commençons par l'éphéméride. Comme d'habitude, nous sommes le 4 avril. Donc, tout d'abord, bonne fête à tous les Isidore. Aujourd'hui, c'est les Isidore. Voilà, si vous appelez Isidore, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est très rare, mais ça fait toujours plaisir de vous le souhaiter. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 4 avril. N'hésitez pas aussi, pareil. Donc il y a un ancien Olympien qui est né le 4 avril, c'est Jean-Louis Buron. Jean-Louis Buron, né en 1934, donc ça lui fait 90 ans tout rond. Donc bon anniversaire à toi Jean-Louis, qui a joué en 65 jusqu'à 67 à l'Olympique de Marseille. Allez, on change de sujet les amis, on va sur le concret, on va essayer d'aborder le sujet que je veux abréger rapidement. Donc, selon le compte actuelien qui nous relaye Marwan Belkacem et Walid Archerchour, donc il nous parle du tifo qui aurait été payé par Prime Video, les amis. Donc South Winners ont été payés par Prime Video pour installer un tifo à l'effigie de Redouane Bougueraba au stade Vélodrome. Pourquoi? Parce que Redouane Bougueraba jouera au Vélodrome, mais oui, mais ça sera représenté aussi, diffusé sur la plateforme Amazon. Donc peut-être pour faire un petit peu de pub supplémentaire. Est-ce qu'il y en avait vraiment besoin? Je ne sais pas. En tout cas, il nous précise que initialement, le tifo en tribune était prévu pour l'OM FC Metz, mais Bougueraba, donc l'humoriste, a estimé que cette affiche n'était pas assez sexy à son goût sur le papier. C'est pourquoi le diffuseur, donc Amazon, aurait exercé une pression sur les South Winners pour que ce tifo soit déployé lors du Classico, donc ce dimanche. Stéphane Tessier, l'actuel directeur général de l'OM, a pris cette décision de sa propre initiative sans en informer Pablo Longoria. Voilà, donc c'est la bataille, c'est la discorde entre supporters, entre Stéphane Tessier, le clan des Stéphanois comme on l'appelle dans le club olympien, et le clan de Pablo Longoria qui se retrouve de plus en plus esselé. Donc moi, j'ai pas envie de rentrer dans ces batailles-là, j'ai envie de me concentrer sur le sportif sur cette fin de saison, et vous allez me comprendre un petit peu que je commence à en avoir marre de toute cette discorde. Toute la saison, on a eu un petit peu une réunion en 18 septembre, je répète encore, si vous voulez d'ailleurs voir la vidéo d'hier, elle est plus précise sur ce sujet-là. Vous avez le petit qui apparaît en haut, n'hésitez pas, et ça concerne un petit peu donc ce sujet. Allez, on abrège avec ce sujet, et d'ailleurs on abrège avec un petit compte, voilà, qui n'est pas très important, c'est Sandra, donc une supportrice olympienne qui nous dit quoi? Vous n'avez vraiment rien à faire de votre vie pour 3 jours après continuer à parler d'un tifo. Qu'on aime ou pas, ce n'est pas la question, mais sérieux, passez à autre chose, vous êtes ridicule là. Et je ne parle même pas des appels au boycott, sérieux, achetez-vous une vie. Donc, c'est pas sérieux comme message, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Pour ma part, j'ai un peu le même avis. Voilà, donc les amis, concentrez-vous sur votre club. C'est quoi avant tout? C'est le club ou alors c'est un tifo? C'est les résultats du club ou alors c'est un tifo? Voilà, une bataille entre supporters et la direction. Voilà, au bout d'un moment, concentrez-vous sur le sportif, les résultats, et on verra un petit peu à la fin de saison, un petit peu on fera le point sur tous ces sujets-là qui sont extra sportifs.
Allez, on va sur le sportif justement et on enchaîne avec le mois d'avril. Je voulais vous en parler, les amis. Donc, nous avons 6 affiches. Donc, déjà, le match de demain, vendredi. On va en parler un petit peu des retours de blessures ou les absences, bien sûr. Donc, Leonardo Balerdi qui est en mode, je ne sais pas si c'est un pyjama ou un pantalon en toile, qui est dans une fête foraine. Et nous voyons, il y a des ballons derrière avec Lille. Donc, le prochain affrontement demain du côté de Stade Pierre-Mauroy. Donc, à l'extérieur, ça va être compliqué. N'oublions pas que l'OM a perdu contre les 10 premiers. Mais pas tous, hein, mais pratiquement les 10 premiers à l'extérieur. Donc je vais énumérer, il y a Paris, il y a Brest, on a perdu à Paris, on a perdu à Brest, on a perdu à Monaco, on a perdu à Nice, on a perdu à Lens, on a perdu à Rennes, on a perdu à Lyon. Et je crois que c'est déjà pas mal. Il en reste 2, donc il reste Lille. Si on perd contre Lille, il en restera encore un autre derrière, ça sera Reims. Voilà, donc après, si on perd contre ces deux-là, ça sera une défaite contre les 10 premiers actuels du championnat. Contre les 10 premiers à l'extérieur. Donc Lille, OM, Benfica, OM, donc ça sera jeudi aussi cette semaine qui va arriver derrière. OM, Benfica, le match retour. Il n'y aura pas de match entre deux puisque le match de Nice qui devait avoir lieu le week-end du 13-14 a été repoussé jusqu'au 23 ou 24, je crois, avril. Ensuite, Toulouse, OM, le déplacement à Toulouse. La réception de Nice, voilà donc le 23 ou 24 avril, OM Nice. Et OM Lens pour terminer ce mois d'avril qui est quand même assez chargé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tiens, dites-moi d'ailleurs, sur ces 6 rencontres, qu'est-ce que vous voyez comme résultat? Faites-moi un V pour victoire. Par exemple, si vous voyez que des victoires, 6 V. Si vous voyez une victoire, 1 V. Si vous voyez 5 défaites, 5 D. Et match nul, N, bien sûr. Allez, n'hésitez pas à me proposer vos résultats de ce mois-ci parce que bon, ça va être un mois compliqué comme c'est des matchs assez difficiles. Même le match à Toulouse, c'est pas sûr qu'on y arrive hein, quand même. Toulouse, du côté du stadium, c'est compliqué. Beaucoup se sont un petit peu mangé les doigts. Allez, on enchaîne maintenant avec les supporters, les vrais, ceux qui se déplacent du côté du stade de Pierre-Mauroy. Et ils seront plus de 1000 vaillants, prendront place dans le parcage visiteur pour le match face à Lille, selon la Provence. Donc, bonne force à eux pour demain. J'espère que ça se passera bien. J'espère que le trajet se passera bien, que le match se passera bien. Et qui verront une belle victoire à l'extérieur. La 3e en Ligue 1 cette saison, c'est pas beaucoup à l'extérieur. Allez, on enchaîne maintenant avec le Mercato, les amis. Vous êtes prêts ? Allez, le Mercato, on y va tout de suite. Avec Pape Gueye. Pape Gueye est dans le viseur de Monaco, qui lui a formulé une proposition de contrat en début d'année. Elle a été jugée trop basse par l'entourage du milieu sénégalais et les discussions continuent. Des clubs anglais et allemands sont aussi intéressés. À noter, n'oublions pas que l'OM a proposé une offre, 2 offres. La première a été refusée parce que le salaire était trop bas. La deuxième a été en discussion, mais finalement, bon, on pense qu'elle a été refusée. Lui, il voudrait personnellement, Pape Gueye, un salaire à la hauteur d'un Valentin Rongier qui touche environ 300-330 000 euros par mois. Donc, il voudrait avoir un salaire de titulaire. Cela dit, il n'a pas une place de titulaire, il a une place de remplaçant ou de rotation plus ou moins. Mais on peut le comprendre, le joueur, voilà, donc, qui a été prêté dernièrement du côté de l'UFC Séville, qui a fait un bon prêt 6 mois en arrière. Donc il revient, il n'a pas sa place. Malheureusement, pour le club, on lui a payé toutes ses sanctions et lui, il répond comme ça. Alors je ne sais pas comment le prendre, on ne va pas s'éterniser sur ce sujet-là, on en a déjà parlé dans le mercato d'été. Mais voilà, donc là, il est sur le départ. Il y a Monaco qui peut lui proposer un salaire pour l'instant qui ne lui convient pas. Mais vu qu'il paiera moins d'impôts ou pas d'impôts, je ne sais plus comment ça fonctionne à Monaco, je pense que on pourrait le voir à Monaco l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le voyez partir à Monaco ou alors à l'étranger, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne? Dites-moi, pour vous, quelle sera sa destination? Ou alors, est-ce que vous voyez signer à l'OM? Parce que dernièrement, on avait fait une vidéo, la Provence était positif pour son futur, vu que Gasset lui donne de la confiance en le faisant jouer en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, il a quand même du temps de jeu. Malheureusement, en Europa League, il ne peut pas jouer. Et voilà, donc la faute à... Est-ce que c'est Gattuso de sa faute qu'il n'a pas enregistré ou alors autre chose? Mais en tout cas, il est voilà, donc disponible en Ligue 1 et Gasset le fait jouer. Donc pourquoi pas, on peut y croire quand même, même si voilà, ça pue du cucu, on va dire. Allez, n'hésitez pas à me donner votre choix. Sinon, concernant notre joueur du milieu de terrain, nous avons Azzedine Ounahi. Quel avenir? Je vous pose la question, ça c'est moi qui l'ai fait. Quel avenir pour vous? Donc selon l'équipe, il nous précise la situation d'Azzedine Ounahi. Voilà, il précise pendant un article entier d'une page entière qu'il n'a pas fait une belle saison, qu'il n'a pas fait depuis qu'il est à l'OM, donc ça fait déjà 1 an, puisqu'il est arrivé l'hiver dernier, un peu plus d'1 an, 1 an et demi. Il n'a pas vraiment eu, il ne s'est même pas imposé, quoi. Il s'est même pas imposé. Malheureusement,
quand il commençait à prendre ses marques l'année dernière, où il y a un peu plus de 6 mois, je ne sais plus combien c'est il y a de temps, qu'il s'est blessé avec le Maroc. Il s'est blessé justement avec le Maroc au pied et il n'est pas revenu bien depuis. Voilà, il est assez irrégulier et là, il nous précise donc du côté de l'équipe que l'OM ne le retiendra pas. Ses représentants avaient des intentions sportives supérieures et les prêts proposés par des clubs anglais dont Brentford n'ont pas séduit. Donc lui, il ne voulait pas aller à Brentford, ça ne l'a pas séduit. Unai a souvent repensé à cette occasion saoudienne. N'oublions pas qu'il y a l'Arabie Saoudite qui était intéressée l'été dernier. Il la saisira peut-être à l'avenir. Peiné par son irrégularité, l'état-major de l'OM, donc la direction olympienne, qui avait entrouvert la porte en janvier en cas d'offre gourmande et de transfert sec. Donc le club disait que non, on ne voulait pas le vendre, le joueur, mais là l'équipe précise que finalement ils avaient ouvert la porte pour pourquoi pas un départ de Unai, le laissera trouver un nouveau point de chute cet été si les conditions sont réunies. Donc il faudra une offre, voilà, sachant que fin janvier 2023, Unai avait été acheté au SCO d'Angers pour 10 millions d'euros. Donc il faudra récupérer nos 10 millions d'euros et pourquoi pas un peu plus parce que n'oublions pas qu'il y a le bonus compris, donc qui est de je ne sais pas quoi, mais plutôt les 30% à la revente. Donc si on le revend, il faudra donner 30% au SCO d'Angers. Vous avez compris? Donc, Unai, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel serait votre choix d'ici la fin de saison? Il nous reste 7 rencontres en Ligue 1, donc il ne reste pas beaucoup de rencontres. On va dire une dizaine à tout casser. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on garde Aziz Unai encore une année pour les 6 prochains mois de l'année prochaine? Et si ça ne fonctionne pas, on le vendra l'hiver prochain. Ou alors on le vend, on tente de le vendre cet été. Choisissez donnez-moi votre avis plutôt. Et donnez-moi quel avenir vous voulez pour Azzedine Ounahi. Allez, on enchaîne avec deux autres joueurs. La tribune olympienne qui nous précise que l'option d'achat automatique ne sera levée que si l'OM finit sur le podium et non top 4. Donc concernant Joaquin Correa, on parlait de la Ligue des Champions. Si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, l'option d'achat est obligatoire et automatique. On devait donner 10 millions d'euros à l'Inter Milan, donc en plus du prépayant. Mais selon la tribune olympienne, si on termine 4e et qu'on se qualifie quand même en Ligue des Champions, selon eux, l'option ne sera pas levée. Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire si c'est vrai ou pas. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, est-ce que vous voulez qu'on termine 4e et à prendre le risque de pourquoi pas se qualifier en Ligue des Champions? Je pense qu'on va pas y arriver, ça va être difficile. À moins qu'on gagne à Lille et qu'on enchaîne que des victoires derrière. Mais ça va être compliqué. Et qu'on prenne le risque de recruter Correa qui correspondrait presque à la somme totale de ce qu'on récupérait pour la Ligue des Champions. Parce que ça sera 10 millions d'euros. Plus son salaire qui est énorme, donc ça ferait quand même une belle somme, plus une prime à la signature, donc ça va émarger aux 15 millions d'euros toute cette histoire-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez qu'on finisse absolument dans les 4 premiers pour prendre Correa ou pas? Moi, franchement, je veux le bien de mon club, donc je veux qu'on termine dans ces 4 premiers, même si on n'y arrivera pas, je le veux absolument. Correa, ça sera une grosse épine dans le pied malheureusement, si on le garde. Pour l'instant, si on suit la tribune olympienne, on termine 4e, il ne reste pas. Même si on qualifie en Ligue des Champions. Donc ça serait tout bénef si on termine 4e et en Ligue des Champions. J'enchaîne avec Onana. On peut donc considérer que Correa ne sera plus olympien la saison prochaine, comme je viens de le dire, comme pour Jean Onana. Parce que Jean Onana, c'est 50% de minutes jouées plus qualification en Ligue des Champions pour activer son option d'achat. Donc logiquement, Onana ne restera pas non plus. Alors l'option d'achat de Onana, elle était à 4 millions si je ne me trompe pas. Elle n'était pas énorme, mais ceci dit, pour un joueur de cette qualité, je ne balancerai pas de l'argent par les fenêtres et j'essaierai de me positionner sur d'autres joueurs de meilleure qualité, les amis. Allez, on enchaîne derrière avec quoi? Avec, cette fois le mercato c'est terminé, on passe sur le match, sur le sportif, avec la conférence de presse qui aura lieu aujourd'hui, Karim Attab qui nous relaye, du Lille OM, donc sur Twitch. Voilà, le Twitch OM officiel, c'est gratuit. Rendez-vous donc à 14 h au centre Robert-Louis Dreyfus pour la conférence de presse d'avant-match Lille-OM avec Ulysse Garcia, donc le Suisse, et le coach Jean-Louis Gasset à la veille du déplacement de l'OM dans le Nord. On va suivre ça de près, je vous ferai une vidéo demain pour l'avant-match, bien sûr, pour vendredi. Allez, on enchaîne avec les blessures et les retours. Donc, selon Guillaume Tarpi, qui a pris l'information de RMC Sport, les derniers examens sont rassurants pour Chancel Mbemba. Donc vous avez dû l'apprendre hier dans la journée, mais je vous relaye tout, parce que derrière il y a une autre information qui est tombée dans la soirée, selon l'équipe, et vous allez voir après. Il pourrait tout de même manquer le déplacement à Lille vendredi. Donc c'est rassurant, mais il pourrait être là comme ne pas être là, selon RMC Sport.
Le staff fait le maximum pour que Jonathan Klaus et Ismail Assar puissent au moins jouer le match retour contre Benfica sans certitude pour l'instant, selon RMC Sport. Donc, Klaus, Sarr, peut-être de retour pour le match retour face au Benfica, donc jeudi 18 avril. Mais c'est pas sûr, donc il faut se positionner sur le match d'après qui sera contre Toulouse, si je ne me trompe pas, le dimanche. Donc le dimanche d'après le 18, donc vendredi, samedi, dimanche, ça fait le 21, c'est ça? Le 21 contre Toulouse. Pourquoi pas pour le retour de Klaus ou Ismail Assar. Ou alors, si ça va encore mal, le match contre Nice, donc le 24. Logiquement, le mercredi, si je ne me trompe pas. Allez, on enchaîne avec d'autres retours, pourquoi pas. Et toujours avec Chancel Mbemba, pardon. Chancel Mbemba va se tester jeudi, donc aujourd'hui, ce matin, selon l'équipe, c'est ce que je voulais vous dire. Mais il devrait être préservé vendredi à Lille en vue du match contre Benfica jeudi prochain. Donc, même si il peut faire le match contre Lille demain, il ne sera pas normalement, si je suis l'équipe, dans le groupe marseillais. Donc, on a quand même les retours de Balerdi, les retours de Gigot. On va se positionner avec cette défense-là, comme je vous l'ai mis hier dans la compo. Si vous avez envie de regarder, n'hésitez pas, vous avez le petit point I qui apparaît encore. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le remets ici. N'hésitez pas à aller voir, il y a une compo que je vous ai mis, celle qui serait probable pour demain. Allez, on enchaîne encore avec les retours et je fais un point précis sur tous les retours cette fois. Et surtout les absences, pourquoi pas, du côté lillois. Mbemba, rassuré, Lille sans Gomez. Donc Angel Gomez peut être absent. On va voir ça. Les nouveaux examens passés par Chancel Mbemba ont confirmé le premier diagnostic de lundi. Sa blessure au genou gauche, subie dimanche contre le PSG, certes très douloureuse, n'est qu'une contusion. Donc c'est comme un coup, c'est juste un coup. Le rock congolais va se tester ce matin. Mais, donc ce matin, ce jeudi, mais l'idée est plutôt de le préserver pour le quart de finale aller de Ligue des Champions, de Ligue Europa, jeudi prochain à Lisbonne contre Benfica. Dans un groupe à flux tendu, il pourrait ainsi dépanner sur le côté droit dans une compétition où Ulysse Garcia n'est pas qualifié. Et oui, jeudi, Ulysse Garcia ne sera pas là. Donc, il faut garder de côté Mbemba pour qu'il joue, pourquoi pas, couloir droit. Comme ça, Balerdi et Gigot dans l'axe. Couloir droit, donc latéral droit, Mbemba, latéral gauche, Quentin Merlin. Et oui, parce qu'on n'a pas d'autre solution, les amis. Il n'y a pas de Murillo, il n'y a pas de Klaus. Et Garcia n'est pas qualifié en Europa League. Faut pas l'oublier, ça, sur le match de jeudi. Donc Mbemba, il ne faut pas non plus pousser demain et le faire jouer titulaire qui se pète le genou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vaut mieux, c'est vrai, le mettre de côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, si Mbemba se sent bien pour faire le match, vous le mettez dans le groupe pour le match de demain? Ou alors, vous l'écartez, vous lui dites, attends, repose-toi et on te garde pour jeudi. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre choix. Pape Gueye et Samuel Gigot ont poursuivi cette semaine en vrai travail de reprise. Le défenseur central a toujours quelques douleurs, donc il parle de Gigot à son épaule, mais il n'aura pas d'infiltration, d'autres infiltrations. Donc ça va mieux. Il a des douleurs, mais c'est moins importante qu'il l'avait avant le match contre Paris, où il a eu des infiltrations avant le match. Donc au moins, il va revenir tout doucement. C'est parfait, en espérant qu'il n'ait pas de choc sur son épaule, que ça repète et qu'on soit dans le caca. Concernant donc Pape Gueye, il nous parle derrière, peut-être. Enfin, il ne serait pas surprenant. Non, il ne parle plus de Pape Gueye. Donc Pape Gueye, ça va mieux à son mollet. Il a repris l'entraînement, comme Samuel Gigot. Ils ont repris l'entraînement les deux. Voilà pour les retours. Avec Balerdi, c'était juste... Je vous en ai parlé hier d'ailleurs dans la vidéo d'hier. Regardez dans le i de tout à l'heure et vous allez voir un petit peu sur Balerdi. Enfin, il ne serait pas surprenant de voir le jeune Daryl Bakola de 16 ans intégrer le groupe demain. C'est celui qui a marqué le deuxième but en Gambardella avec l'OM face à Rennes, voilà, qui a qualifié l'OM pour les demi-finales. Donc Daryl Bakola, c'est un milieu de terrain, relayeur offensif plutôt axial, mais vu qu'il est jeune, 16 ans, ça pourrait dépanner sur un côté, on ne sait jamais. Ceci dit, il va être juste dans le groupe. Intégrer le groupe, donc intégrer le groupe de l'entraînement sûrement, et peut-être pas le groupe pro, je sais pas, on verra bien. Donc on verra bien, on suivra ça de très près pour Daryl Bakola, 16 ans quand même. Côté lillois, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises dans le 11 concocté par Paulo Fonseca, on va en parler juste après. Si Angel Gomez a repris individuellement l'entraînement après des douleurs aux ischio-jambiers, comme Andrej Ilic, il ne devrait pas être apte. Adam Ounas, sorti sur blessure contre Lens, pourrait en revanche être présent sur le banc. Nabil Bentaleb sera, lui, bien titulaire avant de purger son match de suspension contre Strasbourg lors de la prochaine journée. Donc ils ont pratiquement l'équipe type, mis à part Angel Gomez, ou Angel Gomez, je ne sais pas comment on le dit. Voilà, mis à part l'absence d'Angel Gomez, il n'y aura pas d'absent du côté de Lille. Allez, on enchaîne avec quoi maintenant, les amis? On enchaîne avec
Des statistiques. Allez, passons sur des petites statistiques. Si vous aimez les statistiques, restez 2-3 minutes, on va en parler. Alors, les statistiques que vous voyez là, c'est les précisions. Voilà, donc les précisions, pourcentage de buts par tir. Précision, pourcentage de buts par tir selon StatOMP. Sous Sampaoli, c'est 15,8% de buts par tir. Sous Tudor, c'est 12,5%. Et cette année, ça descend encore. Donc depuis Sampaoli, ça descend, ça régresse, ça régresse, ça régresse. Jusqu'à quand on va descendre? Est-ce que l'année prochaine, on va descendre sous la barre des 10%? Voilà, peut-être ça correspond peut-être à notre classement qui descend. L'année de Sampaoli, on est deuxième. L'année de Tudor, on est troisième. Et cette année, on est septième pour l'instant. Voilà, pourquoi pas? L'année prochaine, on sera dixième. Pourquoi pas? On verra si encore, on a encore la même direction et encore les mêmes changements de coach dégueulasses ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, donc je reviens sur la vidéo d'hier parce que j'étais énervé hier. Allez, on enchaîne les amis. Donc les pourcentages qui montrent quelque chose et d'autres pourcentages qui montrent quelque chose aussi, c'est l'efficacité de nos attaquants et surtout de notre principal attaquant, notre principal buteur parce qu'il n'y a que lui qui marque. Heureusement qu'il est là, Pierre-Emerick Aubameyang. Mais cela dit, c'est celui qui manque le plus de grosses occasions en Ligue 1 en saison 2023-2024, comme vous pouvez le voir. Il a manqué 18 grosses occasions pour 11 buts marqués. Donc si vous faites la somme des deux, ça fait 29. Donc ça fait un chiffre presque rond à 30. Il n'y a que Kylian Mbappé et Jonathan David qui a égalité, j'avais pas vu. Et Kylian Mbappé qui a 35, donc tête de noisette, qui a 24 buts marqués pour 11 manqués. Voilà, et si vous êtes pour Jonathan David qui a le même nombre d'occasions en total, il a 29 occasions en total pour 15 buts marqués et 14 gros manqués. Donc il est plus efficace, Jonathan David, que Aubameyang. Mais il faut voir aussi dans quelle position il est, par exemple, aussi. Si vous regardez, par exemple, celui de Akor Adams, qui a fait un super début de saison, qui avait marqué 5, 6, peut-être même 7 buts, ça fait un moment qu'il est bloqué. Et là, il est bloqué à 7 sur 16 gros manqués. Donc là, par exemple, le pourcentage est dégueulasse. Donc Aubameyang fait partie de la moyenne basse. Voilà, donc, et surtout, c'est celui qui manque le plus de grosses occasions cette saison. Voilà les amis, faites-vous votre propre avis et n'hésitez pas à réagir sur cela. On descend maintenant sur une autre statistique qui concerne l'équipe au total. Et c'est le nombre de points par match à domicile et à l'extérieur en Ligue 1. Par match, hein. C'est pas au total. Donc par match, point domicile, Lille est premier. Attention les amis, on joue à Lille demain. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Lille est premier. Regardez que Lille est premier, 2,3 points par match à domicile dans leur stade Pierre-Mauroy. L'OM est troisième désormais avec la défaite face à Paris. Paris est deuxième et après vous regardez les autres classements. Pour l'extérieur, regardez où est l'OM. Antépénultième on va dire. J'allais dire avant-dernier, ça se dit pas. Antépénultième, on est 16e sur 18 les amis. Regardez en bas, 0,8 points par match à l'extérieur. Sachant qu'on a gagné que 2 matchs à l'extérieur, Clermont et Lorient si je ne me trompe pas. C'est pas des foudres de guerre, donc ça va être difficile à Lille. C'est pour ça que je vous dis que moi, pour ma part, les 4 premières places, c'est déjà terminado cacao. Voilà les amis, est-ce que vous êtes confiants maintenant avec tout ce que je vous ai montré, les petites statistiques? Voilà, des statistiques défaitistes, hein, je suis d'accord avec vous, mais ça montre au moins un petit peu la saison. Ça fait un petit résumé assez rapide de l'efficacité qui nous manque, qui nous pêche cette année, les amis. Donc surtout l'attaque. Après la défense aussi, ça compte. Mais si tu marques plus de buts, ben forcément tu vas gagner plus de matchs. Voilà, je le prends comme ça. Allez, on enchaîne derrière avec quoi? Un sujet sur le prochain match de la Coupe d'Europe. Donc d'abord, nous allons du côté de Benfica et le match sera diffusé normalement sur M6 si je ne me trompe pas, comme le match retour que vous avez là. Donc sur M6 le 18 avril prochain à 21 h selon En Pleine Lucarne. Voilà, il sera diffusé en clair pour ceux qui n'ont pas d'abonnement chez Canal ou chez RMC ou je ne sais plus qui c'est qui les diffusait avant. Vous pouvez les voir sur M6. Pas de problème. Et je serai là pour le commenter ce match-là. Le match aller peut-être pas, mais le match retour, je serai assurément là, présent pour le commenter. Et c'est très important d'être là au retour. C'est le plus important. En plus, au Vélodrome, je vous mettrai une ambiance de dingue. Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis? Je voulais parler un petit peu des coachs. Alors, pour l'instant, on a Jean-Louis Gasset avec son compère Ghislain Printemps et le fils à René Girard, qui est là en supplément. Pour l'instant, ils sont là jusqu'à la fin de saison. Et logiquement, ça devrait en rester là. Voilà, donc on va avoir un petit peu, plus précisément d'ailleurs, sur le sujet Fonseca. Mais il y a un coach qui va aller passer les diplômes. Et le diplôme du BEPF, le brevet d'entraîneur professionnel de football. On pourra retrouver notamment Jacques Abardonado. Voilà, donc Abardonado va passer son diplôme. Pourquoi pas pour l'avenir, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Emers Faé, donc c'est le coach qui a gagné la CAN. Alou Diarra.
ancien Marseillais passé par Bordeaux, par Lyon et tout le team, si je me trompe pas. Loudiaré est passé par l'OM, dites-moi si je me trompe. Brahim Mdani, Brahim Mdani est passé par l'OM aussi. Donc il y a des anciens coachs, des anciens joueurs marseillais. Pourquoi pas en choisir un de ceux-là dans l'avenir? Voilà les amis, donc une petite note, surtout pour Abardonado. C'est surtout pour Abardonado qui a eu donc quelques matchs à diriger du côté de l'OM cette saison. Et pourquoi pas, si ça se passe mal, qu'on ne trouve pas de coach, qu'on traîne trop cet été, eh ben, on va commencer peut-être avec Abardonado et on va faire une saison de merde encore avec 3-4 coachs. Pourquoi pas 5? On va essayer de battre le record. Allez, l'année prochaine, combien vous voyez de coachs? 5, 6, 7, 8? Allez, donnez-moi votre chiffre. Combien de coachs on aura l'année prochaine? Et justement, on parle de 2 coachs. Donc, on a Christophe Galtier qui n'est pas dans la short list de l'OM pour le poste d'entraîneur la saison prochaine. Alors, celui-là, ce poste, il date de la semaine dernière, mais je vous le remets en avant pour qu'on montre un petit peu quels coachs sont concernés. Fonseca est lui bien pisté. Et pourquoi je vous dis celui-là, Fonseca est bien pisté? C'est parce que justement, la Provence en parle aujourd'hui. Et j'ai fait un petit résumé. Voilà, donc assez rapide. Voilà sur cette image. Vous n'avez pas trop d'autres choses à apprendre, si ce n'est que Gasset n'ira pas plus loin, selon un proche de Jean-Louis Gasset. Il a répondu directement à la Provence. Et il a répondu, Gasset n'ira pas plus loin. Ce n'était pas du tout le deal négocié au départ. Ce n'est ni dans les projets du club, ni dans celui de l'entraîneur. Donc, l'entraîneur ne veut pas continuer, il veut faire juste une dernière pige, aider le club. Et le club est d'accord avec lui. Donc, Gasset ne devrait pas rester, même si on gagne l'Europa League. Ah, je sais pas, je demande à voir, on ne sait jamais. Et côté portugais, voilà, maintenant on va parler du coach portugais, donc du Lost qu'on va affronter demain. J'espère que s'il signe à l'OM l'année prochaine, il va se dire, bon, on va les laisser gagner. Mais là, je pense pas. L'été dernier, si le portugais était emballé par la proposition olympienne, Lille avait mis son veto. Cette fois, il est en fin de contrat. Voilà, ça résume un petit peu la situation. C'est-à-dire que le coach portugais Fonseca est en fin de contrat en juin qui arrive là, 2024. Pour l'instant, il n'a pas prolongé et c'est pas dit qu'il prolonge du côté de Lille parce qu'il a peut-être des ambitions supérieures. D'ailleurs, du côté de Lille, eux, ils ont 2 scénarios possibles dans leur tête. C'est soit ils prolongent chez eux. Voilà, il a envie de continuer l'histoire si Lille termine dans les 3 premiers et vont en Ligue des Champions. Pourquoi pas, on peut le croire, hein. Il a peut-être envie de jouer la Ligue des Champions avec Lille, de coacher l'équipe qui va jouer la Ligue des Champions. Ou alors, soit il veut se montrer en Coupe d'Europe, dans l'Europa Conference, parce qu'ils vont jouer contre Aston Villa, un club de Première Ligue, se montrer par exemple face à Aston Villa, du côté de la Première Ligue, on va se dire, tiens, pas mal, il joue bien cette équipe-là. C'est qui le coach? Ah, Fonseca. Ah bah oui, il est pas mal ce coach, allez on le prend. Un autre club anglais, pourquoi pas. Voilà, soit ça, c'est du côté lillois, et du côté marseillais, donc à l'époque, cet été, c'était Javier Ribalta qui s'était positionné pour le demander de venir à l'OM. Lui, il était chaud pour venir. Sans vraiment rentrer en conflit avec son club. Il voulait pas rentrer en conflit. Il était en contrat jusqu'à la fin juin là maintenant. Il lui restait 1 an. Et donc, en demandant à son club, Olivier Létang, je crois que c'est le directeur sportif ou le président du club lillois, je ne sais plus, mais il a mis son veto. Il a dit non, je ne veux pas qu'il parte. Donc cet été, est-ce qu'on aura la possibilité de le recruter? Tiens, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Combien de pourcentage de chances vous voyez pour qu'on recrute un coach de ce standing? J'ai mis recherche de coach parce qu'on commence maintenant. Voilà, on va en commencer à en parler de plus en plus. Je pense qu'il y a d'autres coachs qui vont venir dans les histoires. L'année dernière, c'était la fameuse histoire Gallardo. Voilà, Gallardo, c'était faux apparemment. Voilà, il a répondu directement à Longoria dans une interview. Il y avait donc Fonseca. Et puis après, il y avait le petit ami de Pablo Longoria. Voilà, Pablo Longoria est venu et malheureusement, ça s'est passé comme du caca. Voilà les amis, n'hésitez pas à réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a hyperé déjà qu'ils viennent? Donc Fonseca. Est-ce que vous aimez le jeu prôné par Fonseca? Allez, on va dire du côté de Lille, parce que ça fait 2 ans qu'il y est là-bas. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc, il n'est pas fermé dans son jeu. On le voit souvent avec un 4-2-3-1. Voilà, ça fonctionne comme ça, son jeu, ou un 4-3-3. Mais c'est souvent avec une base de 4 derrière. Voilà, c'est rare que je l'ai vu avec 3 défenseurs. Ça ne me parle pas avec Fonseca. Peut-être quand il était au Shakhtar. Je crois qu'il était au Shakhtar ou dans d'autres clubs. Mais pour moi, ça ne me parle pas, la défense à 3. Pour moi, je trouve que c'est un bon coach. Il prend du jeu qui est plaisant, voilà, offensif. Et c'est ce qu'on veut peut-être à l'OM. Voilà, c'est pas un coach comme Marcelino qu'on a eu en début de saison où on s'emmerdait totalement. Donc moi, j'aimerais bien un Fonseca ou autre chose. Hein, je sais pas, il y en a peut-être sur le marché. N'hésitez pas à me proposer. On va sûrement en parler prochainement des autres coachs. On a parlé dernièrement des rumeurs Mourinho. Voilà, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. J'ai même pas envie d'en parler. Franchement, est-ce que vous pensez qu'un Mourinho viendrait dans un bourbier comme l'OM et à Marseille? Où est-ce que vous pensez qu'il vienne?
Je sais pas, à moins qu'il ait un gros salaire, ça m'étonnerait. Côté salaire d'ailleurs, Fonseca touche 220 000 € par mois du côté de Lille. C'est un très bon salaire, sachant que les derniers coachs, je ne parle pas de Gasset, hein, qui a un petit salaire de 100, 150 000, je ne sais plus combien il est, pas beaucoup. Hein. Concernant les autres coachs qu'on a eu précédemment, donc les Marcelino, même Gattuso, je crois qu'il avait un gros salaire aussi, Tudor et Sampaoli, ça a tourné autour des 300 000. Donc, il y aurait possibilité de le recruter, plus élevé qu'il l'avait comme salaire. Mais est-ce que les sirènes de la Première Ligue ne lui plairaient pas plus? Moi, je pense que malheureusement, on a loupé le coach, justement. Voilà, le jeu de mots, on a loupé le coach la saison dernière, en début de saison. Malheureusement, Lille ne voulait pas et on n'a pas insisté peut-être assez. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? Avec maintenant de la e-Ligue 1 pour terminer tranquillement en douceur. Et restez jusqu'à encore 2 minutes. Il y a une petite information qui n'a rien à voir. Allez, ça a à voir avec l'OM, mais l'ancien OM, vous allez voir. Alors, mission accomplie pour l'OM eSport qui a gagné 2-0. 2-0, ils ont gagné contre le FC Nantes dans leur match pour la qualification aux playoffs. Ils sont donc qualifiés pour les playoffs. Et le premier match de playoffs qui aura lieu le 23 avril, c'est des matchs éliminatoires. Hein, et je vais vous montrer le tableau. Donc c'est le 23 avril que commencera les playoffs pour l'Olympique de Marseille en e-football. Vous pouvez les voir sur la chaîne Twitch de Ligue 1. Ligue 1, je crois. Ligue 1, tout simplement. Vous allez sur Twitch, vous tapez Ligue 1 et vous vous abonnez. Et comme ça, vous activez la cloche. Et dès que ça sera le 23 avril, vous serez au courant des matchs pour l'OM. Pour le tableau, justement, l'OM affronte qui? L'OM affronte l'AS Monaco. Donc ça se passera donc le 23 avril. Ensuite, en cas de victoire, ils affronteront malheureusement l'Ogre Lorientais. Pourquoi l'Ogre Lorientais? Parce que ça fait 2 années consécutives que Lorient gagne ce championnat de France, en gagnant les playoffs, hein, en plus, la saison régulière, face à l'OM en plus. Il y avait eu 2 finales, OM-Lorient, 2 fois Lorient tape l'OM. Donc, est-ce que ça sera jamais 203? Est-ce que l'OM va se qualifier face à Monaco? Sachant qu'en saison régulière, ils ont gagné 2-0 contre Monaco. Je ne sais pas, on verra. Allez, j'enchaîne justement la saison régulière pour vous montrer que, voilà, donc, effectivement, Monaco-OM qui s'est déroulé le 30 janvier. L'OM avait gagné 2-0 avec des scores de 3-2 et 3-1 pour les 2 matchs qui se sont déroulés. Maintenant, passons sur la petite boutade que je voulais vous montrer. J'ai vu ça dans les réseaux. Et regardez qui c'est. Quoi? C'est monsieur Jacques-Henri Hérault. Le préféré de tout le monde là. Vous, c'est ton préféré à toi, c'est ton président. Voilà, Jacques-Henri Hérault a signé en tant que partenaire du Daring Club Motema Pembe. Donc c'est en République démocratique du Congo, un championnat de football. La signature du contrat de partenariat a eu lieu le mardi 2 avril à Kinshasa en présence de quelques membres du club vert et blanc de Kinshasa. Pour sa 2e visite en République démocratique du Congo, Jacques-Henri a promis d'accompagner le football congolais en général et le DCMP, c'est le diminutif du Daring Club Motema Pembe, en particulier, tout en les aidant à se développer et à atteindre un niveau encore meilleur. C'est vrai qu'il nous a bien développé, nous, du côté de l'OM. Et il nous répond, il y a une petite phrase quand même. Il vous parle à vous, parce que vous l'aimez tous. Mon objectif est de comprendre le football congolais. Déjà qu'il n'avait pas compris le football français, vous vous en souvenez, avec ses buts à 3 points, je ne sais plus ce qu'il avait dit, les dingueries qu'il avait dit. De voir comment l'accompagner, notamment l'un de ses clubs emblématiques, le DCMP, a déclaré JHE. Regardez-moi cette tête de vainqueur. Regardez-moi, il a pris un coup de vieux quand même, hein. Il a pris un coup de vieux, hein. Bon, bref, on s'en fout. Allez, les amis, on termine avec quoi? Avec une bonne note. C'est les joueurs à l'entraînement. Et regardez-moi ce beau gosse, le mannequin, voilà, qui fait du touriste. Voilà, donc là, il dit, qu'est-ce que je fais? Quel poste je fais aujourd'hui? Quel poste je fais aujourd'hui? Parce que hier, j'étais comme ça, j'ai mis le string, j'ai mis ci, là. Voilà, regardez-moi ça, ce joueur payé 450 000, il fout rien. Même à l'entraînement, il fout rien. Regardez, les autres, ils bougent, on voit qu'ils sont en mouvement. Et regardez l'autre. Il bouge pas. Qu'est-ce que je fais? Je bouge pas. Qu'est-ce que je fais? La photo, elle va être floue et marquée. Sérieusement. Allez, j'enchaîne avec Pape Gay qui devrait ne pas rester. Ah, excusez-moi, j'ai mal parlé de Correa. Regardez derrière, il bouge. Je vais chercher le ballon, mais il est loin. Allez, on enchaîne. Aziz Unai. Voilà, on a toutes les feignasses là en fait. Je suis désolé, hein, mais Unai, Enrique,
Même si, bon, ça va contre Paris, si t'as pas eu le plus télégas. Pape Gay qui veut partir. Ouais, toutes les feignasses. Allez, on enchaîne avec Aubameyang. Ça va, Aubameyang qui bouge. Kondogbia, qui a peur de se blesser. On le voit, il est sur la pointe des pieds. Attention, je vais peut-être me blesser. Il y a une herbe qui dépasse. Putain, ça m'énerve, je vous dis. Cette équipe de merde, elle m'écoeure, cette équipe. J'en peux plus. Vivement que ça se termine. Voilà, un joueur qui me plaît, c'est Veretout. Voilà, lui au moins, depuis le début de saison, il avait joué blessé à sa cheville. Voilà, il a été, au bout d'un moment, il a été jusqu'au bout. Il a été blessé finalement. Il a manqué quelques matchs, mais il a été régulier, bon. Voilà, il n'a pas été extraordinaire, mais franchement, on a vu une bonne saison de Veretout. Voilà, si on avait que des Veretout cette année, avec des Mbemba, des Balerdi qui ont été bons aussi. Voilà, si on avait que des Veretout pour préciser sur lui, je pense que l'OM serait déjà sur le podium. Voilà, ça c'est mon avis. Iliman Ndiaye, allez, bon. Il y peut rien, lui. Il arrive dans un plus gros club que la Championships. C'est normal que c'est plus compliqué. Mais voilà, donc on espère que l'année prochaine sera mieux. Parce que cette année, c'est déjà terminé, n'oublions pas. Balerdi, lui, qui fait une bonne saison. Voilà, je vous énumère un petit peu les joueurs. Quant à Malin, allez, je vais pas taper dessus, mais pour moi, je sens pas le standing de l'OM. Voilà, c'est pas du standing pour l'OM pour moi. On a Veretout qui fait des efforts encore. Ulysse Garcia, pour moi, c'est pareil que les autres. C'est pim pam poum. Quentin Merlin, Pierre-Emerick Aubameyang et Mumbagna. Voilà, qui fait un drop. Allez, on termine les amis avec le drop de Mumbagna. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, l'abonnement, le like qui fait toujours plaisir, la petite cloche que vous activez pour avoir toutes les vidéos, toutes les notifications de toutes les vidéos et tous les lives, parce que je commente aussi parfois les matchs de l'OM. Le commentaire, réagissez à tous les sujets. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. Donc demain, c'est le match. Demain, il y aura l'avant-match. Malheureusement, je ne pense pas être là présent pour le live. On verra bien. Peut-être que je peux le lancer. Voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas programmé. Après-demain, plutôt, oui. Donc on verra bien. On verra bien. Plutôt demain, plutôt. On est jeudi, c'est vrai, j'oublie à chaque fois. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM!